Bonjour, bienvenue à Mindful Moments, le podcast qui parle de santé mentale. Aujourd'hui, le docteur Sako Mariam m'a rejoint pour parler donc d'hypnothérapie et de comment l'hypnothérapie peut guérir nos traumas. Bienvenue à Mindful Moments, le podcast qui explore les chemins vers une meilleure santé mentale et un épanouissement personnel. Je suis Yana Seri, votre guide dans ce voyage vers le bien-être. Bienvenue, docteur. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous. Alors, vous êtes médecin, urgentiste, hypnothérapeute et directrice de Nova à Abidjan. C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de votre parcours pour commencer? Oui, alors moi c'est docteur Mariam Sako, donc je suis médecin à la base, donc urgentiste, gynécologue aussi, et j'ai obtenu une maîtrise en hypnothérapie en 2020 et en 2022 pardon, mais j'exerce depuis 2020. Et j'ai fondé donc le centre médico-esthétique Nova cette année. Donc on a ouvert nos portes le 18 mars 2024. Ah, félicitations. Merci. Et donc vous n'êtes pas psychologue? Non, thérapeute. D'accord. Et c'est quoi la différence? Les psychologues, ils ont un diplôme de psychologie, tandis que les thérapeutes, ils ont des certifications, voilà. D'accord, donc c'est pas les mêmes études, c'est ça? C'est pas les mêmes études, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené vers l'hypnothérapie? Alors, longue histoire. Qu'est-ce qui m'a amené à l'hypnose? C'est vraiment mon histoire personnelle. Je connaissais pas du tout à la base et c'est suite à mon divorce en fait. Voilà, donc j'avais une période difficile et j'ai une collègue médecin qui m'a dit « Ah, mais pourquoi tu n'irais pas consulter en hypnothérapie ?» Et je pense comme tout le monde, au début j'ai dit l'hypnose, c'est quoi bizarre, voilà, les choses qu'on voit, on va me faire sauter par-ci par-là, voilà. Sans que je sache. Freud, au truc un peu bizarre. Voilà, donc moi j'allais même plus loin avec genre ils vont me contrôler ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Quand est-ce que l'hypnose s'arrête en fait? Exactement. Imagine, ça continue, moi je sais pas. Exactement, donc j'ai pas été. Et puis voilà, j'ai continué ma vie quelques mois, mais bon, comme ça n'allait pas mieux, donc je me suis dit, bon, je vais y aller, au pire, j'aurais perdu le prix de la consultation, et puis j'ai été, et je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais, en fait, et oui, et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée, à tel point que je me suis dit, mais voilà, il faut que je fasse connaître ça, voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent en bénéficier, quoi. D'accord, alors vous allez nous expliquer alors comment ça marche, l'hypnothérapie, en quelques mots simples. Oui, alors la thérapie par l'hypnose, parce qu'il y a différents types d'hypnose, donc il y a l'hypnose de spectacle que tout le monde connaît. La thérapie par l'hypnose, en fait, c'est juste placer en fait, le patient dans un état de relaxation profonde. C'est un état qui ressemble à quand on est en train de lire, par exemple, ou quand on est perdu dans ses pensées. Des fois même, moi ça m'arrive, je pense que ça arrive à plusieurs personnes, on conduit, on arrive là où on voulait aller, mais on se rappelle pas vraiment de quel chemin on a pris ou vraiment comment, voilà. C'est un peu cet état-là où quand on vient de se réveiller, on est entre le sommeil et... Genre, notre corps marche tout seul, on n'a pas besoin en fait de donner de directives. Exactement. Donc c'est vraiment ça, donc on met le patient dans cet état-là. Il est tout à fait conscient de ce qui se passe, il peut bouger, il peut se lever, il peut ouvrir les yeux. Par contre, cet état-là permet de se connecter à l'inconscient. Et donc d'aller chercher les causes à certains problèmes, voilà. Et pouvoir retravailler l'historique qui est autour de l'événement causal, en fait. Donc, qu'est-ce que vous avez comme patient? Pourquoi les gens viennent vous voir? C'est vraiment très, très, très varié. Donc, ça peut aller manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, stress, arrêt du tabac, problèmes de couple, dépendance affective, traumatisme d'enfance. Vraiment, c'est assez vaste. D'accord. Et sur les traumatismes,
comment est-ce que l'hypnothérapie peut guérir certains traumatismes? Et si c'est seulement certains, lesquels alors? Alors, l'efficacité de l'hypnose dans les traumatismes, ça va dépendre de la personne, déjà, du patient, et ça va aussi dépendre du traumatisme. En règle générale, quand c'est assez sévère, l'hypnose sera aussi en complément d'autres techniques. Donc, dans les traumatismes plus spécifiquement, on va aller se connecter à l'inconscient déjà pour trouver la source, parce que parfois, on ne sait pas qu'est-ce qui cause nos problèmes. On ne sait pas forcément qu'on a un traumatisme. Ça, c'est la première chose. Donc, avec l'hypnose, on va pouvoir aller adresser cette problématique-là et trouver quel est l'événement, en fait, qui a causé le problème, qui s'est cristallisé. Maintenant, quand on sait, par exemple, qu'on a un traumatisme, par exemple, on a été rejeté ou on a subi des violences dans l'enfance, on va aller retravailler, en fait, donc on dit retraiter l'événement pour qu'il n'y ait plus la réaction émotionnelle et comportementale qui découle du traumatisme. Le figement, en fait. Exactement. J'ai lu que le traumatisme, en fait, c'est comme si notre corps, en fait, restait figé à un moment, enfin, notre subconscient restait figé à un moment, et du coup, dès qu'il y a une situation qui nous rappelle ce moment, on repart dans ce moment figé, en fait, on n'arrive pas à se défendre ou à passer à autre chose, en fait. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire comment se passe une séance d'hypnose typique? Oui. C'est pas que je veux me faire hypnotiser, mais... Non. Alors, tout d'abord, j'ai besoin que la personne remplisse un questionnaire pour avoir certaines informations. Ça va me permettre déjà d'établir un plan de traitement. Ensuite, lors de la première rencontre, on va retravailler le questionnaire ensemble. Je vais poser des questions qui vont amener certains petits détails, etc. pour un complément. Et je vais parler avec la personne un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on s'en va, etc. Quand c'est fait, on va écrire une intention. Donc ça, c'est comme le GPS pour l'inconscient. Donc, c'est de savoir sur quoi on va travailler aujourd'hui pour que l'inconscient nous amène à l'endroit qui est en relation avec ce qu'on veut faire. Donc, c'est quelque chose qu'on écrit, on le matérialise, on le symbolise aussi. Et ensuite, la personne, elle se met soit assise, soit allongée, comme elle préfère. Et puis, voilà, je fais une technique pour la relaxer. Ça peut être très banal, juste... c'est basé sur la respiration, sur la concentration, sur les parties de son corps. C'est vraiment recentrer la personne sur elle-même, etc. Ça vraiment, fait penser au yoga. Voilà, un petit peu la méditation, etc. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, moi, j'ai un scénario d'entrée dans l'hypnose avec un ascenseur, etc. Et puis, après ça, ça dépend. Des fois, le patient peut avoir un univers intérieur très fort, donc dès qu'il rentre en hypnose, il va directement dans son univers et moi je le suis, j'essaie de le guider pour arriver là où on veut aller, ou des fois c'est moi qui le mène par un chemin, je l'amène à un arbre, je l'amène à la mer, bon, c'est tout des symboles, hein, parce qu'il faut savoir que l'inconscient parle un langage très symbolique et très métaphorique en fait. Ah oui? Oui. Donc quand on rêve, par exemple, c'est des symboles, vous pensez? Enfin, oui, c'est des symboles puisque l'interprétation des rêves existe. Donc ça veut dire que par exemple, si vous voyez un serpent dans votre rêve, des fois on peut vous dire, un serpent, ça veut dire tel. Après, ça dépend ce que le serpent représente pour toi. Par exemple, Exactement. si tu as très peur des serpents ou si au contraire, ça te fait pas peur ou que tu aimes bien les serpents, ça va pas être la même signification. Ça va pas être la même chose. En hypnose, c'est différent. Effectivement, ça va dépendre de chacun. Et ça dépend aussi de l'imaginaire de tout un chacun. Moi, j'ai des personnes qui sont plus portées sur les mangas. Donc, on va avoir des Goldorak, on va avoir des Naruto dans leur voyage hypnotique. Il y en a d'autres, ça va être très littéraire, très dans le descriptif des paysages, beaucoup d'animaux par exemple. Donc c'est très intéressant. C'est pas un peu difficile de lâcher prise et de se laisser hypnotiser? Parce que moi, je m'imagine mal, j'aimerais beaucoup aller faire une séance d'hypnose, mais j'arrive pas à me dire, Yana, tu vas y arriver, tu vas let go comme on dit, mais... Non, en fait. Genre, je me dis que non, ça va pas marcher sur moi, en fait.
On dit qu'il y a 1% de personnes qui sont vraiment pas hypnotisables du tout. Le reste, il y a des personnes où il y a besoin d'utiliser plusieurs techniques pour leur permettre de lâcher prise, mais... Il n'y a que 1%. S'il n'y a que 1%, ça veut dire que Oui, la c'est pas plupart, beaucoup. la plupart des gens sont Oui. hypnotisables. Et donc, comment ça impacte sur la personne traumatisée? Est-ce qu'on est complètement guéri? Comment, sur combien de séances? Comment on peut voir ça? Enfin, en relation avec le traumatisme, bien sûr. Je me dis, si on a été, par exemple, violé, ça peut être plus long qu'une personne qui a juste été giflée, on va dire, un truc comme ça. Oui, comme je disais, ça dépend de l'individu, ça dépend aussi du traumatisme. Donc, on peut guérir totalement d'un traumatisme, ça va dépendre de ce que je viens de dire. Il y a des personnes qui guérissent totalement, qui n'ont aucune séquelle et qui vivent leur vie, et qui n'ont plus de souvenirs, quoi. Enfin, ça reste dans le passé. Enfin, elles s'en rappellent, mais elles n'y pensent pas tous les jours. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont quand même guérir, mais de temps en temps, elles auront des petites choses qui vont leur revenir, mais elles pourront le gérer. Donc, c'est les deux façons de guérir en tant que tel. Et en règle générale, pour un problème simple, on dit qu'en hypnose, il faut 3 à 4 séances. 6 séances pour vraiment faire le tour complet de la problématique. Maintenant, il y a des personnes qu'on peut suivre pendant des mois, des années. Ouais. Parce que des fois, un traumatisme peut avoir plusieurs conséquences. Et des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt sur le traumatisme. Donc, des fois, on va travailler sur les symptômes. Et par exemple, il y a 10 symptômes, on va commencer, premier symptôme, ok. On arrive au 5e symptôme et c'est en travaillant ce symptôme-là qu'on va découvrir quelle est la racine du problème, donc le traumatisme. Quand c'est comme ça, c'est bon. On travaille le traumatisme, c'est ok. Mais imaginez s'il y a 20 symptômes, que c'est juste au 20e qu'on trouve. Voilà, ça peut prendre du temps. Ah oui. Et je voulais qu'on parle aussi des traumatismes transgénérationnels. Oui. Ça, on dit souvent que c'est l'hypnose qui va réussir à nous guérir de ça. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi un traumatisme transgénérationnel et est-ce que l'hypnose, c'est la solution? Oh oui, il y a toute une partie de l'hypnose transgénérationnelle. Alors, un traumatisme transgénérationnel, c'est quoi? C'est, je donne un exemple, votre grand-père a perdu un enfant, par exemple, en bas âge, ça l'a traumatisé. Et le traumatisme qu'il a est tellement fort, en fait, qu'il va se transmettre de génération en génération. Donc, soit ça peut se transmettre par sa lignée à lui masculine n'aura pas d'enfant, par exemple. Par peur de ressentir cette douleur-là. Ça peut être ça, mais ça peut être d'une variété de façons, par exemple. Voilà. Et du coup, dans ces cas-là, souvent, en fait, on ne sait pas qu'on a un traumatisme. On ne le sait pas, mais on vit et on sait qu'il y a un souci, il y a un problème, mais on ne sait pas comment mettre justement le doigt dessus. Et c'est là où on conseille souvent l'hypnose. Et comment vous allez amener le patient, en fait, à trouver ça? On va poser des questions, déjà. Et puis, c'est pour ça que le questionnaire est important, parce qu'on va demander aussi les événements marquants dans la famille, date de décès, date de naissance, etc. Donc, dans le transgénérationnel, on va y aller souvent avec les dates de naissance, les dates de décès des personnes. Donc, on fait un petit... des personnes dans sa famille. Dans sa famille. Donc, souvent les parents, les grands-parents et les frères et sœurs. Et les conjoints et les enfants, pardon. Et donc, on fait un petit schéma, genre juste avec les mois de l'année, et puis on met ça comme ça, et on regarde, donc, les personnes qui sont dans la même colonne, ce sont nos jumeaux, les personnes qui sont en face, c'est les miroirs. Après, on va regarder si on est né... Comment on sait qui est le jumeau, qui est le miroir? Dans la même colonne. Ah, ok, d'accord. Oui, des mois. Par exemple, si vous êtes janvier, mars, septembre, décembre... non, janvier, mars, septembre, vous êtes dans la même colonne, par exemple. D'accord, janvier, mars, septembre. Pourquoi?
Non, pardon. Janvier, avril. En fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, d'accord, 7, c'est 8, par 9. 3, d'accord, Oui, ok. c'est par Donc, 3. janvier, avril, ok. Voilà. D'accord. Ah, ok. Donc, c'est nos jumeaux, c'est-à-dire qu'on prend les traumatismes. Non, on ne prend pas leur traumatisme. C'est-à-dire que c'est notre fratrie. C'est les personnes qui sont semblables à nous. Ok. Voilà. C'est un peu une astrologie. Ben, pas tant. Pas tant, mais ça va permettre de voir les liens qu'il y a. Par exemple, quelqu'un qui est né dans les 3 mois suite à un décès, il peut porter, entre guillemets, l'esprit. C'est pas l'esprit en tant que fantôme, là. Ah oui, donc Voilà. il y a eu un traumatisme. Je suis née 3 mois après, Voilà. un traumatisme d'un de mes parents. Je suis née 3 mois après. Je peux porter ce Ouais. traumatisme. Et pourquoi pas le mois après ou le 2 mois après? Pourquoi 3 mois? Non, dans les 3 mois. Ah, dans les 3 Oui, mois. Ok, donc dans les 3 mois, Mhm. c'est nos jumeaux, c'est ça? Non, c'est pas nos jumeaux. Ah. On peut porter le traumatisme Ok. ou on peut avoir une vie similaire aussi à la personne qui est décédée. D'accord. Ouais. Ok. Et miroir? Ça signifie Miroir, c'est des personnes qui, lorsqu'on sera en relation avec elles, quoi? Mhm. vont nous refléter, en fait, ce que nous Ok, sommes. Ce que nous sommes. Et souvent, on aura des relations pas forcément faciles avec ces personnes-là. D'accord, parce qu'elles reflètent Oui. nos défauts. Exactement. Ok. Et donc, du coup, est-ce que l'hypnose, c'est contre-indiqué pour certaines personnes? L'hypnose est contre-indiquée dans 2 cas. Donc, pour les personnes qui souffrent de schizophrénie, donc parce que déjà, ils ont des problèmes d'hallucination, etc., que l'hypnose peut venir exacerber. Et quand on consomme de l'alcool aussi, parce qu'il faut être Ok. maître de ses ses moyens. moyens. Voilà, exactement. D'accord, d'accord. Et justement, comment on sait si on est schizophrène? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui sont schizophrènes et qui ne le savent jamais. Alors, est-ce que vous savez les différents types de schizophrénie? Les différents types de schizophrénie, bon, souvent les personnes ne le savent pas elles-mêmes, mais c'est l'entourage qui va le savoir. Parce qu'à arriver à un certain degré, le comportement va être vraiment hors norme. Ouais. Bon, déjà, les personnes qui voient des choses ou qui pensent parler à des personnes qui n'existent pas, ils peuvent aussi entendre des choses qui n'existent pas. Donc, voilà. Et souvent, ça s'accompagne de délires aussi. Donc, il y a certains thèmes au délire. Il y a les délires de persécution. Il y a les délires religieux, par exemple. Ouais. Où soit ils pensent que le diable est après eux, ou ils pensent qu'ils sont Dieu, ou des choses comme ça, des anges. Donc, tôt ou tard, le diagnostic se fait, mais la personne pense que c'est normal très longtemps, en fait. C'est très difficile pour un schizophrène d'admettre sa maladie parce qu'il vit quelque chose qui pour lui est réel, en fait. Totalement réel. Voilà. Et donc, c'est pas forcément quelqu'un qui a plusieurs personnalités comme on voit dans les films. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le trouble des personnalités multiples. Ouais. Donc, c'est pas de la schizophrénie? Non, c'est un trouble à part. Je pensais que c'était la même chose. D'accord. Et donc, pour eux, c'est pas possible d'utiliser l'hypnose? Non. Parce que ils vont voir des choses? Ils peuvent voir des choses, justement, qui font partie de la maladie. Et nous, comme je dis, l'hypnothérapeute, il est juste un accompagnant. Nous, on ne voit pas ce que la personne voit. Et on reçoit ce qu'elle nous donne. Donc, s'il nous dit, je vois telle et telle chose, nous, ok, il l'a vu, et puis on l'intègre dans la thérapie. Ça vous met en erreur, en fait. Exactement. D'accord. Et donc, quand c'est comme ça, vous conseillez plutôt... Non, quand c'est comme ça, il faut un psychiatre. Il faut un psychiatre. Et ça se soigne? Oui, avec des médicaments. Ah, malheureusement. Ok. D'accord. Et vous conseillez les médicaments pour les gens qui viennent justement en hypnothérapie et qui sont très traumatisés? Est-ce que vous pouvez prescrire des médicaments, par exemple? Alors, moi, ma petite particularité, c'est que je suis médecin avant d'être hypnothérapeute. Donc, oui, je peux prescrire. Mais si j'étais que hypnothérapeute, je n'ai pas le droit de prescrire de médicaments et je n'ai pas le droit de faire de diagnostic non plus.
Mais comme j'ai D'accord. cette double casquette, ma formation fait que oui, je peux, par exemple, si je vois quelqu'un, je peux lui dire oui, voilà, là, je peux faire des tests pour dépister une dépression et traiter, donner des antidépresseurs, etc. Oui. Il y a des D'accord. cas chez des patients, quand ils viennent me voir, ben, je leur dis clairement, là, l'hypnothérapie ne pourra pas toute seule, voilà, il faut D'accord. baisser la pression d'abord, même si c'est des petites doses, et puis Mhm. après, on va s'œuvrer tranquillement. D'accord. Est-ce que vous avez des réactions parfois négatives vous avez Pendant une déjà eu séance? des problèmes? Non, des problèmes, non, mais il y a des réactions parce que forcément, on travaille avec les émotions. Donc des Mhm. fois, ça va être des crises de pleurs, ça va Mhm. être de la peur aussi. Mhm. Mais il y a des techniques qu'on utilise justement pour pouvoir gérer ça pendant la séance. D'accord. De toute façon, quand le patient est confronté à une situation qui peut être désagréable pour lui, il peut la quitter, il n'y a pas de problème. Il y a des Mhm. mécanismes aussi de protection qu'on peut mettre en place et tout ça. D'accord. Mm. Et par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale Mhm. ou l'EMDR, Oui. euh, c'est quoi la différence et est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Non, c'est différents types de thérapies, souvent qui sont utilisées en même temps pour Mhm. certains cas. La thérapie cognitivo-comportementale, ça va vraiment aller chercher les pensées négatives qui sont liées par exemple à un traumatisme Mhm. et que ça va venir les retravailler en fait. Le MDR, bon là c'est vraiment une technique spéciale où on utilise Mhm. les mouvements des yeux. D'ailleurs, Mhm. c'est ce que ça veut dire, c'est des Mhm. rapid eye movement. Mhm. Et pour venir retraiter aussi le traumatisme. Bon, je vais pas, je connais pas forcément tous les Oui. aboutissants. Ça a été créé par un psychologue psychiatre. Mhm. Et donc, quand on repense au traumatisme, il y a une série de mouvements d'yeux qu'on fait et Ok. ça permet d'enlever la charge émotionnelle sur ça. Et ça, c'est une pratique nouvelle. Ça fait un certain Ça fait un moment, certain oui. moment. C'est maintenant qu'on en parle beaucoup Oui. plus, mais je veux dire, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Mhm. Et aussi, il y a une technique qu'on apprend en hypnose aussi, qui est l'EFT, Mhm. qui permet aussi une décharge émotionnelle voilà, par rapport à certains Mhm. événements, où on utilise aussi certains mouvements d'yeux pour justement fixer Fixer le la résultat. personne. Et comment on sait quand nos pensées négatives sont liées à un traumatisme? Euh, Comment savoir si les pensées négatives sont liées à un traumatisme? Des fois, on ne le sait pas. Oui. Parce que des fois, tu vas penser quelque chose de négatif, Mhm, mais tu vas pas te rendre compte que tu as pensé ça parce que, mhm, en fait, il y a quelque chose qui t'a rappelé ton mhm. traumatisme et du coup, tu... Qu'est-ce que Malheureusement, vous des fois, conseillez on dans ne ces le cas-là? sait pas. Ouais, des fois, on ne sait pas. Non. Mais si on a des idées intrusives ou négatives qui sont récurrentes et qui nous pourrissent la vie, par exemple, bah, il faut consulter. Il faut Mhm. consulter. Peut-être c'est en travaillant, en faisant soit une psychothérapie ou la thérapie par l'hypnose, ou voilà, on pourra découvrir qu'il y a un traumatisme à la base. Mhm. Ouais. Moi, je pense que de toute façon, c'est toujours bon de traiter un symptôme, même si on Mhm. n'en connaît pas la cause, du moment où ça vient perturber notre vie. Ouais, Mm. ouais. Est-ce que vous conseillez à tous la thérapie? Oui, La oui, oui, oui. thérapie, pas forcément l'hypnose. Ah, bien sûr, Oui. bien Vous sûr. pensez que tout le monde a besoin Moi, je pense de, dans d'aller la voir un vie, psy, comme on dit? oui, parce que de la naissance jusqu'à la mort, on va tous traverser des moments plus Oui. difficiles. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très résilientes, mais quand même, il y a des moments où voilà, rien que d'aller parler, pas forcément une Quand tu es thérapie, parce très que résilient, même, ça veut dire que tu as eu beaucoup de traumas. souvent, Parce que oui. si tu es résilient, ça veut dire qu'on a tellement tiré sur la corde que Ouais, au final, bah, tu es devenu tu as- fort. exactement. Mais ça a été Mais c'est un voilà, fort qui est bâti sur des sur des fondations, traumatismes. voilà. Ouais. Et la thérapie, c'est pas obligé que ce soit avec un professionnel de la santé. Je veux dire, par exemple, on peut avoir des coups durs dans la vie, mais ne serait-ce que d'aller boire un café avec une amie ou un ami ou avec un membre de sa famille et pouvoir évacuer et avoir de l'empathie en face, avoir un espace où on se sent compris, ben, ça suffit. Ouais, ouais. Ouais, Parce qu'on a pu voir la vague de suicides qu'il y a eu ouais. récemment. Mhm. Et on se rend pas compte en fait que bah,
ça existe autant ici qu'ailleurs. Souvent, on pense qu'en Afrique, on n'a pas de problème de santé mentale, alors que c'est absurde. C'est comme partout. Voilà, c'est comme partout. Est-ce que vous avez peut-être un chiffre sur le nombre de suicides en Côte d'Ivoire par an, non? Non, j'ai pas de chiffre, mais ce que j'ai pu constater, parce que moi je vis ici depuis 1 an maintenant. Ah, oui. Bon. Voilà. Vous étiez où avant? Au Canada. Ah, ok. Ouais. Mais de ce que je vois, c'est que ça en augmentation, ça c'est clair. Ouais. Et aussi, disons, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup des hommes aussi. Oui. Il y a beaucoup d'hommes et je pense que... En général, partout, c'est les hommes qui se suicident plus que les femmes. Pas forcément. Okay. Dans le sens où leurs types de suicides sont différents aussi. Les femmes vont utiliser des méthodes plus douces, souvent. Alors que les hommes, c'est beaucoup plus brutal, beaucoup plus choquant, on va dire. C'est pendaison, se jeter d'un pont, arme à feu, etc. Alors que les femmes, c'est beaucoup les médicaments. Donc, oui, donc des fois, on se dit surdosage. On se dit, oui, elles n'ont pas fait exprès. Ouais. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous suivre et peut-être venir faire une séance d'hypnothérapie avec vous? Alors, ils peuvent me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, TikTok, Facebook. Et le cabinet est situé aux 2 plateaux, donc non loin de Sococé, boulevard Latry. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des recommandations de livres à lire sur l'hypnothérapie? Oui. Sur l'hypnose, non. Mais il y a un livre que je conseille à tout le monde, pour débuter déjà. C'est Les 5 grandes blessures de Lise Bourbeau. Ah. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc le tome 1 et le tome 2, voilà. Ah, il y a le tome 2? Oui. Ah, je ne savais pas, d'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre que je recommande. C'est un peu la base de voir un peu... Ah, mais c'est une gifle. Hein. Ouais. Moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie vraiment parce que je me suis vue autrement. J'ai vu mes proches autrement. Ça a changé mon comportement. Parce que moi, je me trouvais vraiment... Enfin, je suis assez contrôlante. Et ça m'a permis de vraiment diminuer mon comportement contrôlant sur ceux qui sont autour de moi. Et voilà, et d'être plus clémente avec les autres et tout ça. Ouais, ça change la vie. Ouais. Donc vraiment, ça, c'est un peu une Bible, quoi, on va dire. Voilà, c'est la base des bases. La base des bases, oui. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Et voilà. Merci à vous pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci. À bientôt.